17e 1991, Tel Aviv, Israël. Alors que la coalition dirigée par l'U de nations occidentales et arabes lutte pour chasser l'Irak de Saddam Hussein du Koweït, Israël reste en marge, sachant que son intervention pourrait affaiblir le soutien arabe à l'opération Tempête du désert. Maintenant, cependant, la guerre est arrivée au petit État juif alors que les sirènes d'alerte aérienne retentissent dans la ville, signalant qu'une attaque est en cours. Cette attaque prend la forme des redoutés missiles Scud tirés par l'armée irakienne et sans avertissement de quand et où ils atterriront, toute la ville se prépare à l'inévitable. Saddam veut qu'Israël riposte, sachant que cela nuira à la cohésion de la coalition, mais à la place, les États-Unis. Des missiles solaires patriotes sont déployés pour les intercepter, tandis que les forces spéciales américaines, britanniques et françaises s'enfoncent profondément derrière les lignes irakiennes pour détruire leurs lanceurs, des actions qui tempèrent la colère israélienne. C'était peut-être l'utilisation la plus célèbre du missile Scud en combat, mais ce n'était en aucun cas la première fois que ce missile balistique simple mais mortel avait été tiré en colère. Loin de là, ce n'était même pas la première fois que les Israéliens avaient été pris pour cible par l'arme que les forces égyptiennes avaient lancé un petit nombre contre eux en 1973, tandis que l'Irak avait également tiré des nombres contre l'Iran pendant la guerre amère de 8 ans entre les deux pays pendant les années 1980. Et pourtant, l'utilisation la plus significative de cette arme dans un conflit est probablement la plus négligée, comme en Afghanistan. A plongé dans la guerre civile fin des années 80 et début des années 90 et début des années 90. Des milliers de ces armes ont été utilisées pour combattre les factions en lutte pour le pouvoir sur ce territoire montagneux et accidenté. Il est quelque peu déconcertant de penser qu'un pays dont le mode de vie de la population a si peu changé pendant des milliers d'années se retrouve à utiliser une arme conçue avec la technologie utilisée lors de la première course à l'espace. Mais pas seulement cela. Il deviendrait l'objet de la campagne de missiles balistiques la plus soutenue depuis les attaques de roquettes V2 sur Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire de la guerre Scud oubliée de l'Afghanistan. Bienvenue dans les guerres du monde. Aux vainqueurs les dépouilles de la guerre, et dans les suites de la Seconde Guerre mondiale, la seule chose que les puissances alliées victorieuses voulèrent de l'Allemagne était leurs diverses technologies avancées que les esprits brillants mais tordus des scientifiques nazis avaient conçues pour satisfaire les rêves méprisables de Hitler. Avec les alliés de l'Est et de l'Ouest qui se regardaient déjà avec suspicion avant même la fin de la guerre, il y avait une course pour rassembler autant de technologies que possible avant que leurs anciens alliés ne la prennent pour eux-mêmes. Une arme nazie qui s'était avérée totalement imparable lors des dernières étapes de la guerre étaient les fusées V2. 1115 d'entre elles avaient été tirées sur le Royaume-Uni et en particulier contre la capitale, Londres, tuant 2754 personnes et semant la terreur dans le cœur de la population. À ce stade avancé de la guerre, même cette arme prodigieuse ne pouvait pas inverser les fortunes de l'Allemagne d'Hitler. Mais il était clair pour tous que le V2 était un système d'armes au design immature, et avec des recherches supplémentaires, pourrait devenir une arme véritablement terrible, en particulier avec l'avènement des ogives nucléaires. La recherche sur le V2 a été capturée par l'Union soviétique puis améliorée, ce qui a conduit à une série de versions du V2 plus fiables et plus puissantes, dont certaines auraient été observées survolant la Suède lors de tests à la fin des années 1940. Plus tard, les technologies qui ont émergé de ces tests ont produit le missile R-11, développé par l'ingénieur soviétique Viktor Makith, sous la direction de Sergei Korolev, qui deviendrait une figure de proue du programme spatial soviétique. Le missile était plus petit que le V2, adoptant un fuselage en forme de crayon par opposition à l'arme allemande en forme de cigare. Mais l'avancée des technologies signifiait que ses performances étaient toujours comparables et généralement plus précises et fiables. Effectuant son premier vol le 18 avril 1953, la fusée à carburant liquide a rapidement été commandée en production
pour être utilisé par les forces soviétiques pour attaquer les zones de rassemblement de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Europe de l'Ouest, depuis l'arrière des lignes soviétiques, avec des ogives conventionnelles ou nucléaires dès le premier jour de la Troisième Guerre mondiale. Compte tenu des grandes ogives nucléaires primitives utilisées par les soviétiques, la portée de l'arme était limitée à 93 miles, soit 150 km en mode nucléaire. Transportée sur le châssis d'un char IS-2 converti, elle pouvait être amenée jusqu'à la ligne de front et dissimulée dans les villes ou dans les bois en temps de crise, en attendant l'ordre de les ériger et de les tirer sur leurs cibles. Étant donné que les soviétiques aimaient garder les désignations de leurs armes aussi secrètes que possible. En apercevant ces nouveaux missiles en cours de déploiement, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a décidé de leur attribuer le nom de code Scud, et ce serait sous ce nom que l'arme serait la plus connue. La recherche en matière de fuséologie, tant pour la défense que pour soutenir le programme spatial, a signifié que la technologie a très rapidement progressé encore plus loin, rendant le R-11 obsolète. McKeeve a donc travaillé à améliorer son design, et cela a abouti au RDX-7 connu de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sous le nom de Scud-B. Sa portée a presque doublé par rapport à l'arme précédente, atteignant désormais 186 miles et présentant une multitude d'améliorations mécaniques. Le Scud-B est devenu la version la plus prolifique de l'arme avec plus de 7000 missiles produits. De plus, c'était une arme beaucoup plus polyvalente, capable de gérer différents types d'ogives, pas seulement conventionnelles ou nucléaires. Ces derniers comprennent des armes à fragmentation ou même chimiques pour attaquer de grands rassemblements de troupes ou, si nécessaire, des centres de population. Malgré d'autres améliorations apportées à l'arme, les Scuds ont rapidement perdu la faveur de l'armée soviétique, qui a commencé à déployer des designs plus avancés. Cependant, étant inférieure aux armes soviétiques, l'a rendue idéalement politique pour l'exportation vers les États clients soviétiques. L'Égypte, l'Irak et la Libye étaient particulièrement désireux de mettre la main sur les Scuds, croyant que leur performance aiderait à contrer l'avantage technologique de potentiels adversaires tels qu'Israël, l'Iran et les États-Unis respectivement. L'Égypte serait la première à les tirer en colère, lançant 3 contre les forces israéliennes le 22 octobre 1973, suivi par l'Irak qui les a utilisées de manière extensive contre l'Iran et a produit sa propre version à plus longue portée, mais beaucoup moins précise. La Libye, quant à elle, a tenté assez audacieusement de les utiliser pour détruire les États-Unis, la station de la garde côtière américaine sur l'île italienne de Lampedusa, bien que les armes tirées aient manqué leur cible. Le Scud est ainsi devenu une sorte de système de missiles balistiques de niveau d'entrée, étant relativement bon marché et facile à utiliser et relativement disponible. Bien que ses performances n'aient que rarement été à la hauteur des espérances des pays qui les achetaient, leur impact psychologique dans les guerres qu'ils ont menées a largement dépassé leur impact pratique, et c'est surtout ce facteur qui serait d'une grande utilité en Asie centrale et dans les combats qui se déroulent en Afghanistan. Souvent considéré comme le Vietnam de l'Union soviétique, l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge le 24 décembre 1979 et le conflit de 10 ans qui a suivi ont été l'un des nombreux événements des années 1980 qui ont érodé la superpuissance communiste, entraînant sa chute finale. Ayant préparé pendant 40 ans à affronter l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans une guerre conventionnelle sanglante en Europe de l'Ouest, l'armée rouge, composée principalement de conscrits issus de zones rurales avec peu de connaissances du monde extérieur, a eu du mal à combattre les tactiques de guérilla des Moudjahidines, les soldats islamiques de Dieu opposés au gouvernement afghan pro-soviétique à Kaboul, dont les réformes culturelles allaient à l'encontre de leurs lois et traditions islamiques. Soutenus par les agences de renseignement occidentales déterminées à voir les soviétiques échouer dans leurs objectifs dans le pays, et renforcés par des combattants islamiques du monde entier désireux de se joindre au djihad contre les non-croyants, les Moudjahidines ont mené une campagne réussie en utilisant leur connaissance intime du terrain accidenté de l'Afghanistan pour tendre des embuscades et mener des raids. Sans ligne de front discernable pour démontrer leur fortune, seulement des corps renvoyés à l'Union soviétique, accompagnés de conscrits démoralisés une fois leur terme terminé, à la fin des années 1980, il y avait des appels pour mettre fin à l'implication soviétique dans le conflit le plus rapidement possible, surtout que l'Union soviétique montrait alors des signes d'effondrement. Cependant, la direction soviétique était parfaitement consciente qu'elle ne pouvait pas simplement se retirer.
laissant le gouvernement communiste afghan se défendre seul contre les Moudjahidines soutenus par la Agence centrale de renseignement. Non seulement cela nuirait au prestige soviétique et affaiblirait son influence sur la scène mondiale, mais cela laissait également la possibilité à une faction pro-américaine de prendre le pouvoir dans le pays, ouvrant l'Afghanistan au soutien des propres objectifs de Washington dans la région. Par conséquent, plutôt qu'un simple retrait, les Soviétiques ont instauré une politique de transfert de plus grande responsabilité pour les opérations militaires contre les Moudjahidines à l'armée afghane, faisant écho à la politique américaine de vietnamisation vers la fin de la guerre du Vietnam et présageant de manière inquiétante le futur retrait de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord d'Afghanistan. Les troupes soviétiques ont donc formulé et mis en œuvre un programme de formation intense pour leurs homologues afghans et ont commencé à leur fournir un équipement de plus en plus avancé, comme l'avion d'attaque au sol MiG-27. Cependant, une arme que peu de gens s'attendaient à voir entrer en scène à ce moment-là était le système de missiles balistiques Scud-B. Alors que de nombreux observateurs occidentaux étaient perplexes face au transfert de Scud, se demandant à quoi il servirait dans une guerre de guérilla, de l'autre côté de la frontière, au Pakistan, leur arrivée a été accueillie avec une alarme considérable. Le Pakistan ayant été un conduit pour une grande partie du soutien aux Moudjahidines et abritant jusqu'à 3 millions d'Afghans déplacés par des années de combat dont beaucoup étaient hostiles au gouvernement communiste. La crainte était qu'ils commencent à envoyer ces Scuds de l'autre côté de la frontière vers le Pakistan pour attaquer leurs opposants qui s'y cachent. Les premières frappes impliquaient l'utilisation de Scuds pour cibler les largages de munitions des Moudjahidines près de la frontière pakistanaise et contre des positions fortifiées dans l'espoir d'épargner à l'armée afghane des batailles terrestres inutilement sanglantes. Cependant, l'imprécision des Scuds continuait à poser problème, sauf lorsqu'il s'agissait de cibler les plus grands camps de Moudjahidines ou les villes sous leur contrôle. Même dans les meilleures conditions, l'arme pouvait être imprécise jusqu'à un demi-kilomètre de ses points de visée. C'est acceptable si vous livrez une bombe nucléaire sur une cible, mais avec une ogive conventionnelle relativement petite de l'ordre de 1000 kg, la chance était souvent le facteur décisif du succès. Cependant, l'impact psychologique que les missiles avaient était immense. Ces armes, capables d'atteindre des vitesses de Mach 5, frappaient de nulle part et étaient impossibles à arrêter une fois qu'elles avaient été tirées, et à mesure que leur utilisation s'intensifiait, leur réputation augmentait également, même si cette réputation n'était pas totalement méritée. Avec les Soviétiques maintenant totalement prêts à se retirer, les Moudjahidines ont commencé à se diviser en factions, toutes en lutte pour le pouvoir. Mais en utilisant la réputation des Scuds imparables, le gouvernement communiste a pu, à plusieurs reprises, régler plusieurs conflits pacifiquement en menaçant de déchaîner ses armes. Dans un cas, des bandits qui tenaient un barrage routier ont été avertis qu'ils seraient frappés par un Scud s'ils n'abandonnaient pas leur position. Ils sont partis en quelques heures. Malheureusement pour la direction communiste en Afghanistan, tous leurs ennemis ne pouvaient en pas être aussi facilement dissuadés par la simple menace de Scuds, et donc, avec l'aide des conseillers soviétiques restants, la 99e brigade de missiles a commencé à augmenter considérablement le rythme de leurs opérations au début de 1989. En mars de cette année, encouragés par l'Inter-Service Intelligence pakistanais ou Inter-Service Intelligence, deux factions moudjahidines importantes, ont attaqué la ville de Jalalabad, tenue par le gouvernement, à l'est. Située à environ 80 miles ou 130 km à l'est de Kaboul, les Moudjahidines ont attaqué la ville lors de la première offensive majeure depuis le retrait des troupes soviétiques. Cependant, les combats se sont enlisés face à une résistance gouvernementale plus forte que prévu, ce qui a conduit à un siège de la ville. Dans le cadre des efforts pour lever le siège, le 99e a tiré environ 438 Scuds sur des concentrations de combattants hostiles, leurs positions retranchées et leurs lignes d'approvisionnement dans ce qui a été le barrage de missiles balistiques le plus concentré depuis les V2 contre Londres. Au cours de la campagne du 7 avril 1989, un Scud a manqué sa cible et s'est égaré en territoire pakistanais, frappant près de la route principale qui allait de Jalalabad à Peshawar, au Pakistan. Tandis qu'un autre a atterri au Pakistan le 22 mai, et bien que personne n'ait été tué, cela n'a fait que davantage ébranler les autorités pakistanaises concernant l'utilisation des armes par l'armée afghane. Les Scuds ont également été utilisés pour aider à déloger les combattants moudjahidines de la base militaire de Samarkand
situé à Queen's Miles au sud-est de la ville. Le siège prendrait fin en juin 1989 avec une victoire du gouvernement afghan, quelque chose que les sources gouvernementales soviétiques ont déclaré avoir été grandement aidé par la puissance des Scud. En conséquence, le gouvernement afghan a exigé davantage de missiles de Moscou, qui a continué à en fournir en grand nombre pour les utiliser contre les différentes factions qui se battaient de plus en plus entre elles dans ce qui était désormais une guerre civile sanglante. Pour l'économie soviétique en difficulté, ce soutien était plutôt coûteux, chaque missile valant $1 million américains chacun, soit plus de 2,3 millions de dollars aujourd'hui. En octobre 1995 Scud avaient été lancés par l'armée afghane, mais ils ne pouvaient guère aider à mettre fin au combat qui se propageait dans tous les coins du pays. Alors que les Soviétiques semblaient avoir des problèmes insurmontables, l'aide militaire considérable que l'Afghanistan recevait a commencé à diminuer de manière spectaculaire. Tout le monde à Moscou reconnaissant que l'Afghanistan était une cause perdue et voulant s'en éloigner autant que possible, surtout que les agences de renseignement occidentales ont également commencé à faire la même chose concernant les Moudjahidines. Néanmoins, malgré avoir atteint son apogée, la 99e brigade de missiles a continué ses opérations jusqu'en 1990, mettant de plus en plus Kaboul en désaccord avec le Pakistan. Le 12 novembre 1990, le gouvernement afghan a affirmé que 2 avions de guerre pakistanais avaient violé l'espace aérien afghan. Mais Islamabad a rejeté cette affirmation. Moins d'une semaine plus tard, le 20 novembre 1990, un missile Scud tiré depuis Kaboul a atterri dans l'agence Khyber du Pakistan, endommageant 3 maisons. Une semaine après cela, 2 Scuds ont été tirés dans la région de Terimangal, dans l'agence Kuram, tuant 11 personnes dont 3 réfugiés afghans et en blessant 15 autres, ainsi que la destruction de 4 véhicules. Le Pakistan a exprimé ses protestations à l'Organisation des Nations Unies, mais comme personne ne semblait prêt à faire quoi que ce soit de significatif pour aider, surtout que le Conseil de sécurité était largement distrait par l'invasion récente du Koweït par l'Irak, le Pakistan s'est tourné vers la Chine et même la Corée du Nord pour obtenir de l'aide dans la construction de leurs propres forces de missiles balistiques pour contrer les armes de Kaboul, ainsi que leur vieil ennemi l'Inde, qui entreprenait également un programme de missiles. D'autres attaques de Scud ont eu lieu tout au long de 1991, visant à réprimer les insurrections dans diverses parties de l'Afghanistan. En mai de cette année-là, Kaboul avait tiré près de 1554 Scud-B en soutien à leur guerre contre les différentes factions. Mais l'écriture semblait être sur le mur pour leur gouvernement. Tout au long du reste de 1991, alors qu'ils perdaient de plus en plus le contrôle de vastes étendues de terre, le nombre de lancements de Scud a diminué jusqu'à devenir un filet. Le leader afghan, Najibullah, est resté au pouvoir jusqu'à mars 1992, date à laquelle il a dû démissionner. Le mois suivant, le 24 avril, la base d'Afshar a été capturée par les forces fidèles à Ahmad Shah Massoud, mettant fin à la 99e brigade de missiles et offrant au leader des Moudjahidines un stock de 50 missiles et un certain nombre de véhicules, bien qu'il n'ait aucun moyen de les lancer, car les anciens membres de la 99e ont abandonné leurs uniformes et ont tenté de se cacher parmi la population face aux nouveaux dirigeants de l'Afghanistan. Bien qu'incapables de les utiliser comme prévu, les factions qui ont réussi à capturer les Scuds, soit de l'armée afghane, soit même les uns des autres, alors que les luttes internes se poursuivaient, les voyaient comme des symboles de statut et les défilèrent fréquemment dans les villes et les villages sous leur contrôle. Puis, le 12 octobre 1992, un véhicule armé de Scud dans le sud de Kaboul a été attaqué par des combattants dont les loyautés restent inconnues, bien qu'à l'époque on soupçonnait qu'il s'agissait de l'un des derniers vestiges des forces gouvernementales afghanes, endommageant le véhicule et la fusée au-delà de toute réparation, dans le but d'empêcher ses nouveaux propriétaires de jamais l'utiliser. La chute du gouvernement communiste de Najibullah n'a pas vu une fin totale à l'utilisation des missiles Scud en Afghanistan. Des membres de la 99e brigade de missiles, qui ont soit changé de camp, soit ont été contraints à la coopération, ont aidé à lancer des missiles à près de 50 reprises avant l'été 1996. Bien que les chiffres exacts soient naturellement difficiles à obtenir, il n'est également pas clair combien des lancements connus pendant cette période étaient talibans ou provenaient des forces de l'Alliance du Nord, la seule véritable menace pour le contrôle taliban en Afghanistan à la fin des années 1990. À cette époque, les talibans étaient fermement installés au pouvoir à Kaboul.
et bien qu'ils soient désireux de continuer à utiliser des Scud, les quelques véhicules et missiles restants étaient dans un tel état de délabrement qu'ils représentaient souvent plus une menace pour leurs opérateurs potentiels que pour quiconque d'autre. Néanmoins, le fait que les talibans aient eu accès à ces armes leur a offert un atout de négociation utile lorsqu'ils traitaient avec leurs voisins. Le Pakistan était maintenant un allié de l'Afghanistan sous les talibans, mais les relations avec l'Iran se sont rapidement détériorées, en particulier le 8 août 1998, lorsque 10 diplomates iraniens et un journaliste ont été assassinés dans le consulat iranien à Mazar-e-Sharif après que la ville a été capturée par les talibans. Face à la menace de l'Iran d'envahir l'Afghanistan, les talibans ont répliqué par des menaces de tirer des Scud sur le territoire iranien, bien que la faisabilité de cette menace reste inconnue. Lorsque les forces américaines et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ont envahi le pays le 7 octobre 2001 suite au soutien des talibans à Oussama Ben Laden après les atrocités du 11 septembre, aucun Scud n'a été tiré en réponse, bien que lors de leurs opérations ultérieures en cours, les derniers lanceurs fonctionnels connus aient été démantelés par les forces américaines en 2005. Le 15 septembre 2021, suite au retour au pouvoir des talibans, des images ont émergé montrant des forces talibanes examinant plusieurs Scud apparemment stockés à l'air libre pendant des décennies. Les armes étaient dans un état extrêmement mauvais et il est très peu probable qu'elles soient d'une quelconque utilité pour les nouveaux talibans. Mais cette découverte sert d'avertissement concernant les innombrables armes avancées cachées à travers le monde et dans les mains de qui elles pourraient un jour tomber si elles ne sont pas correctement sécurisées. Et voilà le récit de la guerre des Scuds en Afghanistan. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.